Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Ravi de vous retrouver, vous qui nous écoutez, et ravi de vous retrouver, vous les copains, Romain, Mhm. Alexis. Ça fait un moment. Ouais, Vous allez salut. bien? Salut, salut. Ça va. Ouais. Alors, bah, ça y est, on y est, hein. J'ai pas dit un numéro qui concerne quelle course en entrée, mais tout le monde le sait, et puis on le voit un peu avec mon fond d'écran. On y est, on a longtemps attendu. Un épisode consacré au Tour de France. Il y en aura même deux, on peut déjà le dire à nos auditeurs. Euh, je vais commencer avec une petite question. Je sais que depuis le début de saison, on attendait ce Tour de France impatiemment. Là, on approche. Sur une échelle de 1 à 10, elle est comment votre attente là pour le Tour? Chez moi, elle augmente. Ouais. À mesure qu'on se rapproche du grand départ de Florence, elle augmente. Et j'ai eu un petit peu peur avec toutes les chutes qui ont émaillé le printemps. Mais là, tout commence à peu près rentrer dans l'ordre. Et on va peut-être avoir un Tour de France plus équilibré que ce qu'on aurait pu penser au moment de dévoiler le parcours. Avec une start list, on va évidemment parler aujourd'hui, de dingue. Donc là, je suis à 7-8 et ça ne fait que monter. Oui, parce que moi, c'est toujours comme ça. En fait, j'ai du mal à réaliser avant la veille. Mais pour le coup, ici, avec la préparation de cet épisode, l'analyse du parcours et de la start list, qui, pour moi, j'y reviendrai, vous allez voir, je vais beaucoup parler de ça. Start list qui est hyper cohérente avec le parcours. Vous allez me dire, c'est logique, mais là, ça m'a vraiment frappé. Vraiment, l'attente et l'excitation montent à fond, d'autant plus que pour la première fois, il me semble, en France en tout cas, je vais aller voir le tour. Je vais aller voir l'étape de 3. Je pense que Romain aussi, donc on pourra communiquer avec nos abonnés à ce niveau-là. Ben voilà, bah écoute, toi, ça te donne envie de préparer cet épisode, ça fait monter la hype. J'espère que ceux Voilà. qui nous écoutent, ben, vous allez faire monter la hype chez eux aussi à nous écouter. Tous les deux, vous avez déjà prononcé le mot de start list. Ce que je vous propose pour ce premier épisode, c'est de partir de la start list. On va un petit peu discuter des gens présents et on va partir un peu dans tous les sens, mais on va se garder les grands favoris pour le deuxième épisode. Donc, on va zapper de cette start list les Ineos, les UAE, les Visma, les Soudal et les Bora. Et alors, ben, on va peu voir tout ce qu'on peut dire à côté sur les autres équipes. Je vous propose de démarrer avec l'équipe en forme, en fait. Decathlon AG2R, l'équipe qui marque cette saison, l'équipe un peu surprise. Il se présente avec notamment deux têtes d'affiche, Félix Gall et Sam Bennett. Donc, ben, déjà, question pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux garçons-là, pardon, et éventuellement d'autres garçons qui seront présents? Bah, écoute, je vais commencer par Félix Gall, hein. J'ai envie de dire que j'attends beaucoup de lui, vu ce qu'on a pu voir, notamment l'année dernière, et vu le niveau d'AG2R Décathlon cette année. Par contre, selon moi, ce qu'on a vu de lui en particulier cette année ne nous permet pas, je trouve, d'en faire un favori au top 5 ou voire même au podium. Ça, je n'y crois pas. Par contre, moi, je reste persuadé que ce qui lui convient, plus c'est dur, plus ça lui convient. Et que donc, les dernières étapes, surtout le dernier week-end, l'étape 19 et l'étape 20, sont les deux étapes qui lui conviendront le mieux. Et moi, ce que j'imagine, mais alors là, on est complètement dans l'hypothèse, dans la supposition, ce que j'imagine, c'est un Félix Gall qui perd pas mal de temps dans les 9 premières étapes. Là, on y reviendra. Les 9 premières étapes, ça fait vraiment un bloc de début de Tour de France très important. Je l'imagine perdre du temps sur le chrono, éventuellement sur l'étape des graviers et même sur les 2 premières étapes qui demandent pas mal de punch. Et après, je l'imagine plutôt très fort en fin de Tour de France, surtout à la toute fin, où soit on peut envisager une remontada pour un beau classement, soit qu'il aille chercher les victoires d'étape. Mais donc c'est surtout en deuxième partie de Tour de France que je le vois briller. C'est vrai que je pense que c'est un des, je ne vais pas dire favoris, mais en tous les cas, un des coureurs qu'on attend dans le top 10 final à Paris. Maintenant, on sait que la confirmation, c'est souvent plus difficile finalement que l'éclosion. Et donc, l'année passée, il s'est retrouvé un petit peu bombardé par hasard, quelque part leader de son équipe. Ce sera cette fois-ci, il a la pression dès le départ et il a, je veux dire, seul, hein, il n'y a pas un Ben O'Connor pour aller jouer le général avec lui. Donc, voilà, ce sera à voir. Mais effectivement, je rejoins Alexis. Sa première partie de saison jusqu'ici n'a pas montré qu'il était dans une phase ascendante par rapport à l'année passée. Mais ça reste un très bon Félix Gall. Il faudra compter sur lui, clairement. Ok, c'est marrant parce que du coup, vous n'évoquez aucun des deux Sam Bennett, parce que Pas Sam encore. Bennett ne On doit a... plus être évoqué ou Bah parce que Félix Gall doit être évoqué en priorité dans cette équipe, ça c'est clair. Parce qu'on a Mhm. vu, on a revu Sam Bennett cette année.
On a revu, mais je pense pas qu'on peut parler de résurrection parce qu'on n'a pas revu le grand Sam Bennett non plus, hein. Il n'a pas battu les tout meilleurs sprinteurs du monde. Maintenant, son avantage, c'est que parmi les tout meilleurs sprinteurs du monde, il n'y en aura pas tant que ça, notamment Jonathan Milan qui sera pas là, et éventuellement Tim Merlier non plus. On y reviendra, on n'est pas encore sûr là-dessus. Mais donc voilà, il n'y aura pas tant de sprinteurs au-dessus de lui que ça. Mais je veux dire la même chose que pour tout un tas d'autres sprinteurs qu'on va évoquer aujourd'hui. Vu le nombre de sprints qu'il y a, auxquels on peut s'attendre en tout cas, et vu la grande incertitude du sport et du sprint en particulier, ben, pourquoi pas? On peut l'envisager, faire des beaux petits résultats, voir une victoire, pardon, si il arrive quelque chose à un Philippe Seul ou à un Pedersen, ce qu'on n'espère pas. Mais de là à l'envisager favori pour les sprints, non, là vraiment pas du tout. Ok. Je suis d'accord. Si on gomme les 4 jours de Dunkerque du calendrier, on n'en parle même pas. Et d'ailleurs, il n'est pas là, hein, donc voilà, j'ai aucune attente par rapport à Sam Bennett. Et tout résultat positif sera forcément je vais pas dire une surprise, mais en tous les cas, on ne pouvait pas s'y attendre il y a encore de ça un grand mois. Si j'avais dû citer un deuxième coureur chez eux, j'aurais pris Paul Lapeyra qui a montré de très très belles dispositions, notamment sur les Ardennaises, et donc des profils assez cassés et cassants. Et donc, ce serait intéressant de le voir évoluer sur tout ce qui concerne les étapes promises aux baroudeurs. Donc, voilà quelqu'un que je serais très attentif, surtout que je ne vois pas Paul, ou je me trompe peut-être, mais je ne vois pas Paul Lapeyra jouer le rôle de lieutenant en montagne pour un Félix Gall, par exemple. Félix Gall qui va être un peu esselé à ce niveau-là, d'ailleurs, hein. Au niveau de la montagne, il y a pas, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de gars qui peuvent vraiment épauler l'Autrichien dans la haute montagne. Donc, c'est aussi, pour revenir sur l'Autrichien, c'est aussi ça qui fait que je pense que le top 10 est envisageable, mais que ce sera quand même très compliqué pour lui. Oui, 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 en homme solide, mais alors peut-être pas pour la très haute montagne, effectivement. Il y a toujours Armirail, hein, qui est un super Mhm. équipier. Mm. Maintenant, effectivement, ça va pas permettre non plus d'aller hyper haut. Tu évoques Paul Lapeyra. En fait, je viens d'apprendre, enfin, j'ai vu aujourd'hui que Paul Lapeyra était apparu sur la start list, Mhm. parce que sinon, moi, j'allais évoquer Godon. Mais je vois Godon plus en sprinter, peut-être remplaçant si Bennett n'est pas présent, et Lapeyra, comme tu le dis, en baroudeur. Je pense qu'ils vont avoir une petite différence, même s'ils ont des profils finalement pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Ok, on a parlé sprinter, bah, je vous propose de passer à la deuxième équipe, qui est l'équipe Alpecin. Bon, bah, qui dit sprinter, dit Alpecin, dit Jasper Philipsen, évidemment. Bah, Alpecin, il y a aussi deux noms qui ressortent pour du lot, Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. J'ai des questions pour chacun d'entre eux. Mhm. On va rester d'abord sur le sprint. Alexis, tu disais, bah, vu le nombre de possibilités, etc. Jasper Philipsen, d'abord, première question, est-ce qu'il va être le roi des sprints cette année encore? Et tant qu'on y est, combien d'étapes peuvent se terminer au sprint selon toi? Bon, à coup sûr, même si rien n'est jamais sûr, hein, ils peuvent se faire piéger, mais à coup sûr, 5 ou 6 sprints massifs, on va dire 6 et deux autres possibilités, mais avec l'éventualité de voir des baroudeurs ou des punchers venir mettre le bazar et empêcher un sprint massif, ou à tout le moins faire reculer certains sprinteurs. Mais Philipsen fera partie de ces sprinteurs qui, a priori, ne reculeront pas et qui pourront sprinter même si la course a été un petit peu durcie. Donc je pense qu'il aura beaucoup de possibilités d'aller s'illustrer. Je pense que Merlier absent, on va partir du principe qu'il le sera, même si on n'en est pas encore sûr. Merlier absent sera lui le plus rapide. Et que donc, en effet, on peut imaginer une Razia comme l'année dernière, même si je pense qu'il est un petit peu moins rapide que l'année dernière, de par sa préparation plutôt axée sur les classiques. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord, mais Romain, il est moins rapide, je suis assez d'accord avec Alexis, mais la concurrence sera pas énorme. Donc, est-ce que toi Oui, aussi, tu attends une Radia? Qui peut rivaliser avec Philipsen? ben, Tim Merlier. Oui, mais dans les Si, présents. ben, c'est vrai que, alors, une saison n'est pas l'autre, évidemment, et on sait que Jasper Philipsen vise notamment les classiques, et donc il a des préparations qui ne sont pas forcément axées totalement sur le Tour de France. Euh, j'ai un peu regardé avant cette émission la saison de Philipsen, et si on accepte effectivement sur Tirreno, qui était sa première vraie course où il est battu 2 fois par Milan, chaque sprint que Philipsen a joué pour la gagne et qu'il ne gagne pas sont systématiquement gagnés par Tim Merlier. Donc, je ne sais pas si Philipsen est moins rapide que l'année passée. Je pense simplement que Merlier est au top, là où peut-être Philipsen l'était l'année passée. Donc,
voilà, compte tenu de la concurrence actuellement, moi j'aurais tendance à dire que Philipsen est le roi du sprint sur ce Tour de France. Et la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est une sélection in extremis de Tim Merlier. Je ne peux pas imaginer que si Tim Merlier décroche par exemple le titre de champion de Belgique en amont du Tour, je ne peux pas imaginer qu'on se passe de lui. Surtout que, et on aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième émission consacrée au Tour de France, mais l'équipe de Remco, elle est loin d'être solide. En tout cas, elle est loin d'avoir montré que tout le monde était au top physiquement. Mais là, je m'avance un peu. Je vois que tu es pressé, Romain. Ah là. Non, ben, moi, vous savez, Tim Merlier, hein, c'est parce que je pars du principe qu'il sera pas là et j'espère me tromper. Et depuis même très tôt dans la saison, je disais que je voulais qu'il soit là, mais encore plus vu ses résultats. Moi, je répète que Tim Merlier est le meilleur sprinter du monde en 2024 devant Philipsen, effectivement. Alors, est-ce que Philipsen moins vite, est-ce que Merlier a passé un palier? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un rapport de force qui s'est à tout le moins, à minima, équilibré, quoi. Ok. Deuxième nom, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, d'ailleurs, qui peut aider Philipsen, hein, soit dit en passant, comme il Bien l'a sûr. très bien fait l'année passée. J'ai deux questions sur Mathieu Philipsen. Sur Mathieu Philipsen, vous voyez, le Pas mal. binôme est parfait. Pas mal. Lapsus révélateur. Sur Mathieu Van Der Poel, euh, alors une question d'ordre général. Qu'attendre de Mathieu Van Der Poel sur ce tour? Est-ce que c'est encore un Tour de France en préparation pour d'autres objectifs? Et alors, une question plus précise, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut être le premier maillot jaune de ce Tour de France? Bah, ce sera le meilleur poisson pilote de ce Tour de France, je pense. Donc, je ne vois pas Mathieu Van Der Poel faire autre chose que mener le lead pour Philipsen. Et on l'a vu encore l'année passée qu'il est phénoménal, évidemment, dans ce type de rôle. Et je ne pense pas qu'il ira au bout de ce tour. Il est là clairement pour préparer les Jeux Olympiques et les prochaines échéances. Donc voilà, on a déjà dit sur le petit plateau, c'est dommage de ne pas le voir plus essayer. Est-ce que ce sera, pour répondre à cette question, le premier maillot jaune? Euh, j'ai il y a des chances que, enfin, en tout cas, il a effectivement des raisons d'espérer, mais j'ai l'impression que le sommet de la dernière côte est un peu loin pour lui de l'arrivée, et que donc Mathieu Van Der Poel, je le vois pas arriver en solitaire. Il le fera peut-être, hein, mais je le vois pas arriver en solitaire à Rimini, et donc s'il arrive dans un petit groupe, j'ai l'impression qu'on peut avoir une petite surprise pour ces premières étapes. Ouais, ben moi du coup, je pense en effet que Van Der Poel ne finira pas ce tour et qu'on ne doit pas s'attendre à un Van Der Poel du mois d'avril. Fort malheureusement, hein, vous savez que je le regrette, c'est un peu le dernier cheval de bataille que je peux encore mener contre Alexandre Van Der Poel, c'est qu'il n'a pas, selon moi, un Tour de France dans son, voilà, dans son histoire, dans son héritage, il n'a pas un Tour de France digne de son nom, même s'il a déjà eu quelques belles performances. Je pense qu'un Van Der Poel doit marquer l'histoire du Tour de France plus que ce qu'il ne l'a fait à l'heure actuelle. Mais ça peut venir, hein. Et deuxième question, je ne le vois pas en jaune, soit pour les raisons qu'on invoque, soit pour une toute autre raison. Ce sera soit l'un soit l'autre, selon moi, c'est que je peux tout à fait imaginer UAE, et pour moi il devrait le faire, tout faire péter sur cette deuxième étape, première étape, pardon. On y reviendra dans le deuxième épisode, mais pour moi ils doivent le faire. Et s'ils le font, je ne vois pas Van Der Poel suivre, tout simplement. Je vous propose de passer à l'équipe suivante. C'est Arkea, BNB Hotel. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, parce que moi, j'ai rien à dire sur Arkea. Est-ce que c'est une équipe qui va vous intéresser quand même? Est-ce que vous allez suivre un coureur ou l'autre? Je dis que j'ai rien à dire, je suis un peu dur. Si vraiment je dois trouver quelque chose, je suivrai quand même ce que peut faire un Kevin Vauclair. Mais voilà, c'est parce qu'il faut dire quelque chose d'Arkea. Pour être tout à fait franc, au départ, je ne vais pas suivre cette équipe. Non, ben voilà, moi non plus, mais je pense que les fans de Vauclin ou de Demar, d'ailleurs c'est les deux seuls noms inscrits sur la Starlist à l'heure actuelle, auront de quoi les suivre, parce que c'est des coureurs intéressants tous les deux, surtout peut-être encore plus Vauclin maintenant, mais voilà, à titre personnel, non, ce ne sera pas l'équipe sur laquelle je vais me focaliser. Je suis d'accord, c'est l'équipe qui doit animer des échappées matinales et peut-être faire un coup d'éclat. Après, de nouveau, Vauquelin, effectivement, c'est quelqu'un qu'on a assez vite porté au nu et les premières étapes, ce sont des étapes qui peuvent convenir à un Vauquelin. Il Donc ça préfère pourrait être une durer. surprise, hein, mais voilà. Mais sinon, effectivement, c'est pas forcément l'équipe pour laquelle j'aurais le plus de passion, en tous les cas, sur ce début de Tour de France.
Une autre équipe qui ne me passionne, moi, en tout cas personnellement, jamais beaucoup, c'est Astana. Mais j'ai quand même une question pour vous. Quand je vois l'équipe, on mobilise pas mal de monde autour de Cavendish. D'un côté, je comprends, parce qu'il y a quand même un truc historique à aller décrocher. D'un autre, est-ce que les chances de Cavendish sont tellement élevées? J'aimerais votre avis. Est-ce que c'est pas un peu sacrifier trop autour, trop d'équipes, je veux dire, trop de monde autour de Cavendish? Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que d'un côté, oui, dans la mesure où Cavendish a clairement ses meilleures années derrière. Après, on l'a vu l'année passée sur le sprint de Bordeaux. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, mais c'est clair que ce sera compliqué. Après, sincèrement, qu'est-ce que Astana pouvait mettre d'autre? Oui, un Lusenko qui manifestement en fera partie, mais c'est clair que voilà, tout mettre sur une victoire qui pourrait faire entrer Cavendish dans l'histoire, c'est très bien, mais c'est ce que, voilà, les mots parlent d'eux-mêmes. Ce sera faire entrer Cavendish dans l'histoire, pas Astana. Donc voilà, je suis content de voir que chez Vinokourov, on est très altruiste et que donc on met tout en œuvre pour offrir une victoire aux sprinteurs anglais. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord, si ce n'est que, voilà, moi, comme pareil que pour Bennett, hein, il y a beaucoup de possibilités et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le sport, donc ça reste une possibilité. Et quand je vois l'effectif plutôt d'Astana, hein, tous les coureurs qu'ils ont dans l'équipe, ben, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent et que, très honnêtement, je comprends parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et surtout, quand j'imagine le jackpot médiatique et financier que ça peut être, hein, bah, avec ce fameux record et avec Netflix et avec d'autres, je me dis, bah, oui, ils ont raison de réussir parce que c'est soit rien, parce que honnêtement, je pense que Astana ne peut rien espérer d'un Tour de France. Donc, soit rien du tout, soit de la possibilité d'avoir un jackpot médiatique. Donc, pourquoi pas? Je suis d'accord. En fait, ma question, je l'ai posée parce qu'au départ, je me dis, bah, c'est quand même beaucoup pour Cavendish. Et puis après, quand tu regardes le fil des sprinteurs, on se dit aussi, mais je lui souhaite pas. Philipsen, il lui arrive quelque chose d'entrée de jeu. Mais Bah, tout à qui fait. domine tellement? Est-ce que Cavendish, là, alors, à ce moment-là, tu sors Philipsen du jeu? Je ne dis pas que Cavendish est le deuxième meilleur sprinter hein, du plateau, mais ça devient plus impossible. Ouais, tout Et à donc, on fait. peut pas se dire, Philipsen va, parce que c'est le meilleur sprinter, rafler tous les sprints. Donc, comme tu dis, il y a des possibilités, il y en aura. Et oui, en fait, je vous rejoins, il y avait rien d'autre à mettre, donc pourquoi pas finalement, hein. Ouais. OK. Simplement, voilà, le train, juste pour terminer, le Ouais. train, on dit souvent qu'un train, c'est composé de 4 coureurs, donc 3 en plus de sprinteurs. Là, ici, on a Morkov, ancien meilleur passant pilote du monde, mais qui se fait aussi plus tout jeune. Et Boll et Ballerini. Moi, je voulais juste dire, je me demande s'il n'y a pas un peu un double emploi entre Boll et Ballerini. Je vois les deux comme l'avant-dernier, et pas comme rampe de lancement en tout premier lieu, hein. Et je me demande même s'il n'y a pas un sous-emploi. Est-ce que Ballerini ne devrait pas aussi avoir un rôle un peu plus libre sur certaines étapes où Cavendish n'arrivera pas à suivre pour des étapes un petit peu plus accidentées, par exemple. Ouais, il aura peut-être, il a montré des belles choses quand même, Mhm. depuis qu'il est revenu à la compétition, donc pourquoi pas effectivement. Pour le train, je dis peut-être une bêtise, je suis pas un, grand spécialiste du sprint, mais il me semble qu'ils ont pas mal inversé les positions déjà, durant cette Mhm. saison. Ils ont essayé différentes choses. On Mhm. verra un peu comment ils vont mettre ça en place Ouais. effectivement. Je passe à une équipe qui me plaît beaucoup plus, alors, sur cette compo-ci, parce que c'est pas d'habitude une des équipes que je préfère, c'est la Bahreïn. Bahreïn Victorious, alors là, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vois pour l'instant sur la start list, pardon, Mohoric, Pouls, Bilbao, Boos, Buitrago, Haig, White et Arndt. C'est très, très, très costaud. Mhm. J'espère, moi, que ça va flaguer dans tous les sens. J'ose espérer qu'ils vont pas trop se mettre sur un général, pas que sur ça en tout cas. C'est une équipe sur le papier très intéressante, avec des gars capables de briller partout, sauf sur le podium, j'ai envie de dire final. Mais sinon, voilà. Et il y a des noms qu'on a déjà vus sur le Tour de France par le passé, évidemment, que ce soit pour des coureurs plutôt de style baroudeur, hein, on pense évidemment à un Matej Mohoric. Pour des coureurs plutôt de style grimpeur, on pense à un Peyo Bilbao, voire un Wout Poels. On a vu aussi qu'un Santiago Buitrago est quelqu'un qui peut faire de très très belles choses aussi dès que la route s'élève. Et pour couronner le tout, vous avez un Phil Bauhaus qui, sans faire de bruit, est quelqu'un qui va aller faire ses petites places sur les Mhm. sprints, les sprints massifs. Donc c'est une équipe qu'on risque de voir euh,
si pas à l'offensive, en tous les cas bien placé chaque jour. Je reviens un instant sur Peo Bilbao, bon, qui commence à avoir un certain âge, mais qui reste une valeur sûre. L'année passée, on se souvient, magnifique magnifique victoire pardon, sur une étape a priori plutôt effectivement pour les baroudeurs, mais qui le replace un peu au classement général, et au final un top 10 au général. Donc voilà, je crois que c'est une équipe qu'on va souvent voir à l'offensive, qu'on verra quand la route s'élève dans les sprints, un peu partout. Et donc, je pense que les supporters de l'équipe vont être Mhm. assez intéressés par cette compo. Ouais, ben voilà, je pourrais répéter mot pour mot ce que Romain a dit, en fait, hein, c'est ce que je comptais dire. Et j'en viens à ce que je disais au tout début d'émission. C'est une équipe très complète et très polyvalente. Et justement, on a un Tour de France qui peut couronner, qui peut voir briller tout type de coureurs. Et justement, c'est ce que Bahreïn a fait. Ils ont amené tout type de coureurs, si ce n'est des coureurs de contre-la-montre. Et donc, en effet, j'attends Bahreïn offensif sur quasiment toutes les étapes. Et comme l'année passée, ça pourrait marcher avec une, voire plusieurs victoires, même si sur aucun profil ils ont le meilleur, ils ont des bons profils partout. Enfin, ils ont des bons coureurs sur tous les profils plutôt. Donc voilà, je les attends au tournant et je les imagine très offensifs, très présents. Ben, une équipe qui a aussi des coureurs offensifs, et sans vouloir leur faire offense, d'un niveau certainement moindre que la Bahreïn, hein, mais c'est la Cofidis. Ouais, tout à fait. Euh, Si je voulais être dur, je dirais que la Cofidis m'inspire pas plus que Arkea, mais en fait j'aime bien les mecs chez Cofidis, donc enfin j'aime voilà, Cocard, oui, ni plus ni moins. J'aime beaucoup Guillaume Martin, j'aime beaucoup Axel Zagle, j'aime beaucoup Geschke, j'aime beaucoup Izagirre, j'aime beaucoup Errata. Alors voilà, je les aime beaucoup. Ça veut pas dire qu'ils vont faire des grandes choses, mais je pense que c'est une équipe. Franchement, j'ai quand même confiance à ce qu'on les voit. Peut-être pas au résultat brut, mais en les voir essayer des choses, je crois que ça va arriver et qu'ils vont pas mal se montrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, les noms que tu as dit. En effet, on peut dire ça comme Bahreïn, mais un niveau en dessous. Tous les noms que tu as cités, Geschke, Errada, Coquard, Zingl, c'est des coureurs dont on entend tout le temps parler sur un grand tour. Enfin, ou dont on peut imaginer qu'on entendra parler. Donc voilà, c'est pas la première équipe, voilà, c'est pas celle dont on va parler en premier ici, qui va le plus nous inspirer, mais c'est une équipe qu'on verra quasiment tous les jours aussi. Ouais. Mhm. Avec une réserve pour Zingle, hein, puisque son transfert éventuel vers Ouais. Visma pourrait apparemment, si j'ai bien compris la presse hexagonale, lui coûter sa place dans la sélection Ah, de Ouais, ouais. Cofidis. Mais sinon, oui, puis c'est une équipe qui, malgré tout, sans qu'on l'attende, gagne chaque année sa petite étape. Et donc, on se rappelle de Victor Lafay l'année passée. Ben voilà, pourquoi pas, effectivement, un Jesus Herrada ou un Yonis Aguirre qui avait gagné lui aussi, je ne sais plus si c'est l'année passée ou il y a 2 ans, mais c'est des profils de nouveau de baroudeurs qui peuvent surprendre et sans qu'on les attende, sont toujours bien présents. Euh, la question que je me pose par rapport à Cofidis, c'est Guillaume Martin. Est-ce que Guillaume Martin va, comme chaque année, jouer un fond de top 10, voire un début de top 15, hein, parce que enfin un fond de top 15, pardon, voire peut-être la place de premier français, hein, c'est toujours aussi le genre de... Parce qu'on sait que pour une équipe comme Cofidis, c'est quelque chose qui compte quand même, hein. Ou est-ce que, pour une fois, on ne verrait pas Guillaume Martin jouer les étapes et jouer justement ce profil baroudeur, etc. J'adorerais voir Guillaume Martin remporter une étape du Tour de France. Il ne le fera jamais s'il joue son classement général pour la 12e place à égalité avec Gaudu et Bardet. Donc voilà, c'est ça vraiment la grosse interrogation que j'ai par rapport à la Cofidis et la grosse attente que j'ai de voir effectivement Martin jouer justement ce rôle de baroudeur qu'on ne lui connaît pas vraiment, mais qui réussit bien Cofidis sur le Tour justement. mais qu'on se comprenne bien, parce que tu dis Heu, de baroudeur, moi je trouve que c'est quelqu'un qui essaye souvent. Donc, mais qu'on se comprenne bien, j'imagine que tu veux dire quelqu'un qui ne jouerait que les étapes. En fait, c'est quelqu'un qui essaye et qui se replace et qui donc use quand même de Mhm. l'énergie les autres jours Oui, aussi pour ne pas, lâcher du temps. Donc je pense que pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est de dire: «Bon, cette fois-ci, le général, je me relève totalement c'est et ça. c'est vraiment que, focus étape». Oui, oui, voilà. Alors je connais pas du tout le garçon et quand je lis ses livres, j'ai l'impression que c'est pas dans sa philosophie de se relever et de perdre du temps volontairement. Mhm. Ouais, voilà, c'est l'impression que j'ai, hein, je peux passer totalement à côté, mais c'est l'impression, voilà, c'est pas l'impression que j'ai, même si ça pourrait être sympa et je pense que s'il prenait ce rôle-là, il pourrait en gagner une, hein, certainement. Bon, une équipe, où ils savent ce que c'est d'être baroudeur et une équipe, ô combien sexy, c'est, Education First. Education First, est-ce que
je ne fais pas une erreur en l'évoquant dans ce premier numéro. On a dit les grands favoris, on les évoquera dans le deuxième numéro. Sous-entendu, est-ce que je me trompe? Est-ce que Carapace n'est pas un très grand favori du tour? Non, je ne pense pas. Bah, Ok. il y a un certain temps, j'aurais dit oui, mais non, pour moi, c'est un beau nom, c'est un nom gonflant qui peut faire un beau résultat, mais voilà, on va parler des très très gros favoris, ne fût-ce que les favoris médiatiques. Et je pense qu'on a raison de ne pas le mettre à l'heure actuelle. D'autant plus qu'il est tombé et qu'il a une commotion sur le Tour de Suisse, si je ne m'abuse. Ok, Romain, t'es d'accord avec ça? Oui, c'est il est parfois présenté et j'avoue que moi-même, j'en avais fait un des outsiders l'année passée, Mhm. mais donc il est parfois présenté comme celui qui peut battre, les fantastiques, comme on l'appelle de plus en plus souvent. Mais effectivement, il faudra des concours, de circonstances et ici, vu le nombre de mecs qui sont au départ et qui peuvent viser, un top 5, il faudra des concours de circonstances pour que Carapace pas seulement gagne, mais même soit sur le podium, voire le top 5. Donc je vais finalement redire pour Carapace ce que je viens de dire pour Martin. J'aimerais voir Richard Mhm. Carapace se défaire du classement général et jouer les étapes. On l'avait vu dans ce rôle-là sur la Vuelta il y a de ça 2 ou 3 ans. La Vuelta remportée, si je ne m'abuse, par Remco Ouais, Evenepoel, donc ouais. en 2022. Deux. Il avait été phénoménal. Il avait animé les étapes. Et là, par contre, effectivement, c'est un pur grimpeur qui est explosif et qui amène vraiment du spectacle. Donc voilà, j'aimerais voir Richard Carapaz attaquer sur chaque étape. Voilà. Et pour une fois, on va être en désaccord parce que, alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est trop facile pour Carapace de faire ça. Je trouve que Carapace, il a assez de potentiel que pour quand même viser un classement général. Après, ça reste toujours une énigme, hein, Carapace, parce que Carapace hors Grand Tour, dans tout le reste de la saison, tu le vois jamais vraiment. Par-ci par-là, il fait parfois des petits résultats, mais il faut jamais s'alarmer du fait qu'on ne le voit pas avant. Par contre, c'est plus embêtant ce que Alexis a souligné, évidemment, ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse. Mais voilà, je, je sais pas si on peut dire Carapace, oui, il faudrait un fameux concours aux circonstances pour qu'il fasse top 5. Comment on en arrive là? Euh, Par je veux manque de dire, garantie au fil des mois, quoi. oui, 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 bien sûr, mais sur le potentiel du gain, je sais pas comment, parce que top 5, voilà, je sais pas s'il y a Non, mais 4 c'est mecs juste assurément que devant lui, quoi. Enfin 5 mecs, donc du coup assurément devant lui pour pas le mettre c'est dans le top 5. c'est juste que On en parlera hein, des mecs, mais la start list, c'est vachement impressionnante cette année. Et enfin, moi, je ne serais pas forcément étonné de le voir cinquième. C'est juste que là, on s'était quand même dit entre nous qu'on allait faire un épisode sur les favoris, ceux que les bookmakers vont dire, tiens, Mhm. lui, il peut gagner le Tour de France. Et Carapace, c'est pas le cas, il gagnera pas ce Tour de Oui, oui, France. oui. Tu vois. Mais pour revenir aussi sur ce que disait Romain, bah ouais, ça peut être super chouette, mais IF a pas été le chercher pour ça. IF a quand même fait un gros pari avec Carapace, c'est quand même un gros contrat. On le voit notamment dans la série Netflix. Ils attendent beaucoup plus de lui. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que même avant de parler de mes formes et de chute, on voit quand même sur la sélection IF, on voit que ils se disent, bah, tiens, tu te débrouilles tout seul en montagne. Ils lui donnent pas d'axe C'est ça. grimpeur autour de lui. Mais j'ai quand même envie de dire, et j'avais envie de le dire pour FX Gal, mais je le gardais pour ici. Pour moi, ils ont raison. Ils ont raison pour plusieurs aspects. Déjà parce qu'il y aura plusieurs gros blocs autour de plusieurs gros leaders qui vont faire le train en montagne. Et en montagne, ce sera un petit peu chacun pour soi. Et je me dis que si on a un carapace à 100% qui craque en montagne, bah, peu importe le pôle grimpeur qu'on met autour de lui, il aura craqué avant lui. Donc de toute façon, il sera tout seul. Et de toute façon, il va pas aller gagner son Tour de France. Il pourra aller chercher un beau classement, mais pas une victoire finale. Et donc, quitte à faire un beau classement, mais sans victoire finale, sans devoir rouler pour lui, et qu'il le fasse avec ou sans Paul Grimpeur, bah, autant mettre une équipe totalement indépendante de lui sur le côté et aller chercher des victoires d'étape. Ce qu'ils font, parce que comme pour Bahreïn, ils ont un profil extrêmement hétérogène qui peut aller chercher des victoires partout, même au sprint avec Vandenberg. Ouais, mais justement, j'allais y venir, tu fais bien de le souligner. Il n'est pas aussi Carapace, c'est pas que lui individuellement, on met pas dans le deuxième épisode parce qu'il n'y a pas de bloc, comme Mhm, on va mhm. voir dans le deuxième épisode. Il n'y a pas du tout un bloc, tu le soulignes très bien, et j'allais justement effectivement le dire.
Romain, si Carapace ne peut pas attaquer tous les jours, ils ont de quoi faire chez IF, hein, je pense. Ouais. Bien Avec des sûr. Petiol, des Benili, tu as souligné Vandenberg au sprint, et on a Paulès. Paules qui revient bien en forme. Ouais, je pense qu'eux, ils peuvent nous valoir des bons moments, hein. Ouais, ouais. Ouais. Disons que si tu veux effectivement résumer, je pense, en tout cas ma pensée, peut-être notre pensée, c'est que peut-être que Carapace, si le mec joue le classement général, il est peut-être le favori après les favoris. Mhm. Avec peut-être un Gaudu, même si on va y revenir dans un instant. Mais voilà, mais c'est pour ça. Moi, mon souhait, c'est qu'il ne fasse pas le général, qu'il fasse les étapes, et il ira quand même chercher, grâce à ces étapes, il ira chercher une 10e, 9e place. Est-ce que ce sera nettement moins bien que d'aller chercher une 7e ou voire une 6e place s'il joue le favori? C'est ça que je trouve un peu dommage. Par contre, c'est clairement un gars qui peut, je dis, aller gagner 2 étapes, 3 étapes, aller chercher le maillot à poids, hein. C'est vraiment là le genre de profil parce qu'il a ce petit punch en haut d'école qui lui permet, au sprint d'aller faire les points. Donc voilà, j'aimerais vraiment voir Carapace, jouer par exemple ce maillot à pois, ça clairement. Et on sait que c'est un maillot Ouais. que IF aime bien, hein. On l'a vu avec Paulès l'année passée notamment, on l'a vu avec, Magnus Cort, il y a 2 ans. Mhm. Donc c'est un Pourquoi maillot pas? c'est un maillot dont beaucoup d'équipes se désintéressent malheureusement, mais c'est quand même une belle possibilité, peut-être la plus facile quand on voit les monstres qui sont là pour le maillot jaune et le monstre, on en a parlé déjà ici en début d'émission pour le maillot vert. Ben, peut-être que le maillot à pois, c'est peut-être la façon la plus facile, entre guillemets, ou moins difficile, ben, d'être sur le podium final à Paris, hein. Tu viens d'évoquer, dans les favoris des favoris, David Gaudu. J'arrive justement à la Groupama. Alors moi, j'avais une question qui va totalement à contresens de ce que tu viens de dire avec favori derrière les favoris. Moi, je trouve Gaudu en net recul dans la hiérarchie et j'allais vous demander si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Oui. Parce que c'est un Tour de France très relevé en plus. Donc voilà, et ce que je viens de dire sur IF, j'ai envie de le dire pour Groupama, ils auraient totalement raison de ne pas faire de pôle montagne autour de lui, ça sert à rien. Qu'on le laisse se débrouiller tout. Bon, même si je dis ça, mais en 2022, Madouas lui a été d'une grande aide, mais qu'on le laisse se débrouiller et qu'on aille chercher des étapes un peu ailleurs, quoi. Parce que de toute façon, je suis désolé, hein, le Tour de France est beaucoup plus relevé en termes de classement général qu'en 2022. Il ne fera pas quatrième le Tour de France. Donc voilà. Pour moi, il devrait pas faire de pôle montagne autour de lui. Est-ce que, Ouais. Romain, tu penses que ce n'est que ça, le fait qu'il y a un niveau plus relevé, ou même simplement Gaudu Hmm. recule dans la hiérarchie de manière globale? Euh, je pense qu'il faut. Je fais partie de ces gens qui estiment que le vélo, ça se court avec les jambes, mais aussi avec la tête. Et je connais pas du tout le garçon. J'ai déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois sur Twitch. Il a pas sa langue en poche. Il a l'air d'être quelqu'un, en tous les cas, de bien dans ses baskets. Euh, mais on a clairement eu un tournant. Il fait un super Tour de France il y a 2 ans, en terminant quatrième. Les gens le voient comme étant la superstar française en devenir, puisque quand je dis les gens, je ne parle pas des suiveurs au quotidien, mais ceux qui se cantonnent finalement au Tour de France et qui cherchaient le nouveau Pinot, qui cherchaient même le nouveau Hinault, etc. Et dans la foulée de cette fabuleuse quatrième place, on met sur le tracé du Tour de France suivant un parcours qui lui va comme un gant. Et donc on se dit, c'est pas le gagner, mais c'est la chance ou jamais pour Gaudu de faire podium. Et là, il se loupe un peu. Il se loupe un peu, je pense peut-être qu'il n'est pas le niveau, je pense qu'il y a une pression nous, peut-être en tant que Belges, on ne mesure pas, mais pour un champion français sur le Tour de France, il doit y avoir une pression de dingue. Et depuis ce demi-échec, parce que finalement, 9e, c'est pas mal, hein, le Tour de France quand même, mais depuis ce demi-échec, il y est plus, il est plus dedans. Il a du mal à rentrer dans les top 10 sur les courses d'une semaine. Donc oui, sur papier, les résultats, il y a une régression. Dans sa façon de courir, c'est plus un diesel, hein. C'est plus quelqu'un qui va pas attaquer comme un fou tout le temps et il se retrouve là au milieu d'une génération où ça flingue de tous côtés. Donc c'est pas un cyclisme qui lui convient particulièrement bien. Et donc je pense qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi Gaudu fait de moins bons résultats. En tout cas, de plein de facteurs autres que simplement bah, il est un peu moins bon, un peu moins fort. Et puis, je parlais de la pression, même en interne, hein, quand on voit des Lenny Martinez arriver, voir sur d'autres terrains des Romain Grégoire, voire même des Valentin Madouas, ben, Gaudu n'est pas cette superstar dans son équipe qu'il aurait peut-être rêvé d'être.
Et on se rappelle tous de l'incident, entre guillemets, avec Arnaud Desmar l'année passée. Je pense qu'au final, toute cette histoire ne lui a fait plus, enfin, lui a fait plus de tort que de bien. Ça lui a mis une pression de dingue. Il a eu du mal à digérer et tout de suite, il y a une nouvelle génération qui éclot derrière et donc on le remet déjà, on le remise un peu au placard. Ça doit être dur pour lui. J'aimerais pas être à sa place. Ça reste un très bon coureur, mais effectivement, à l'heure actuelle, je serais surpris de voir Gaudu meilleur français Mm. de ce tour. Je pense qu'il y a d'autres gars qui pourraient le devancer au classement général parmi les Français qui sont inscrits sur cette start list. Pour moi, Gaudu, c'est typiquement ce que tu as dit pour, ben, on va continuer la même chose, Guillaume Martin. Bon, moi, je n'étais pas d'accord avec toi pour Carapace, mais à un autre niveau. Mais justement, ça colle encore plus avec Guillaume Martin. Là, je crois que c'est un gars, Gaudu, qui devrait jouer des étapes. Alors, ça n'arrivera pas jusqu'à ce qu'il perde du temps. Il va pas partir avec cet objectif-là. La Groupama peuvent pas non plus se permettre d'aller dire, bah, nous, on joue pas du tout le général. Je pense que c'est pas possible d'aller sur le tour et de dire ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher des étapes. Dans cette équipe, bah, tu as parlé du renouveau, Romain Grégoire, je vois qu'il est sur la start list. Bah, le voilà, hein, le renouveau, en tout cas, pas lui seul, mais un des fers de lance de cette nouvelle génération française. Euh, Est-ce que vous voyez Romain Grégoire ou d'autres dans cette équipe bah, réaliser des grandes choses? Moi, je vous avoue, vous le savez, j'en parle souvent sur le petit plateau, j'adore Romain Grégoire, donc je mise tout sur lui. Euh, Et voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Alexis, tu évoquais Madouas, mais justement, Madouas quoi? Madouas en soutien de Godu, ce qui ne sert strictement, enfin à rien, si, il peut l'aider, mais pour quel résultat au final? Ou Madouas, qui est quand même un bon coureur, bah vas-y, Valentin, joue ta carte. Aucune idée. Je l'imagine quand même en soutien de Godu. Et pour Romain Grégoire, j'ai juste envie de dire que j'espère que lui aura un rôle libre, parce qu'il a de quoi faire sur ce tour. Et ce serait un peu du gâchis de le voir rouler pour. Je suis dur, hein, mais ce serait du gâchis de le voir rouler pour un top 10 de Godu. Je trouve que tu as raison. Oui, attention aussi que de nouveau, hein, cette histoire de pression, faut pas mettre Grégoire en avant trop vite non plus et peut-être lui laisser, bon, il a fait déjà un Tour d'Espagne l'année passée, mais le laisser faire un Tour de France un peu dans le nombre d'un Gaudu justement, ça Ouais, pourrait être pas ça, ouais. mal. Et donc lui donner un rôle un peu hybride de soutenir Gaudu en montagne tout en ayant sa propre carte sur certaines étapes, ça peut être intéressant. Et un Madouas, pareil. Je trouve qu'un Madouas avait montré de très belles choses il y a 2 3 ans, notamment sur le Tour de France. Et puis on a voulu en faire un capitaine de route, et c'est pas un capitaine de route. Il s'est un peu enfermé là-dedans. Depuis, on ne retrouve plus le Madouas d'il y a 2 3 ans. Donc c'est une équipe qui effectivement pourrait effectivement jouer les coups étape par étape, ça pourrait être intéressant. Mais de nouveau, je te rejoins totalement, Damien. Je pense que chez Groupama, encore plus que chez Cofidis, on voudra être la première équipe française au classement général. On a alors une autre équipe qui devrait animer la course, mais qui roule un peu moins bien, je vais dire, depuis plusieurs mois. C'est Intermarché. Alors, roule un peu moins bien, ça veut dire ça tourne un peu moins bien. Moi, je sais pas à quoi m'attendre chez Intermarché. Donc, on a une vraie tête d'affiche. Ça reste la méga star de l'équipe, c'est Girmay. Pour le reste, bah oui, on aura Mentius qui va jouer son fond de top 15, le Guillaume Martin d'Intermarché, hein. Et je dis ça en plus parce que ça se ressemble un peu finalement, hein. Et Martin vient d'Intermarché à la base, hein. On se Et rappelle que Martin c'était vient chez Francky en l'époque. d'Intermarché. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe. On n'a pas encore la composition complète. On a une base et on a des places restantes avec toute une liste de candidats. Euh, Est-ce qu'on en attend quelque chose? C'est difficile de se prononcer en fait sur cette équipe, hein, parce que la présélection, pardon, est énorme. Je veux dire là, quand on regarde la présélection, ben, il y a quasiment toute la moitié de l'équipe qui est mentionnée. Après, je me répète, mais ils ont des coureurs intéressants à peu près tous les niveaux qui peuvent un petit peu aller s'illustrer partout. Mais celui qui se rapproche le plus des meilleurs dans son propre profil, c'est en effet sûrement Girmay. Pour le reste, on les verra certainement, mais ce sera dur pour moi s'ils se retrouvent face à leurs semblables de chez IF ou de chez Bahreïn, justement, comme je disais tout à l'heure, sur tel ou sur tel terrain, ce sera dur d'aller les battre. Donc voilà, c'est dur. Les voir présents, oui. Voir gagner une étape, non. Je suis assez d'accord avec toi. Quand tu dis on va les voir, mais oui, les voir battre des mecs qui leur semblables, comme tu dis, en face à face, c'est compliqué. Romain, je te voyais dîner de la Ouais. tête pendant qu'Alexis parlait de Bini, donc ça nous intéresse d'entendre ton avis, évidemment. Oui, je vous rejoins. C'est une équipe qu'on va voir, qu'on va peut-être pas voir gagner par contre. Mais s'il y a un type
qui pourrait se rapprocher de la victoire, plutôt qu'un Girmay, moi j'aurais plutôt tendance à pointer Gerben Tyson, qui sur un sprint est quelqu'un qu'on n'attend jamais, mais qui pourrait venir un peu créer la surprise. Un Girmay, il est observé, il est regardé, et puis Girmay ne retrouve pas son niveau, il faut le dire, depuis c'est même pas sa chute, depuis son bouchon dans l'œil sur le Giro, on l'a plus vu à un aussi haut niveau qu'il était sur ce Giro, je trouve. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, ça laisse la place aussi pour d'autres, des Hugo Page, évidemment, ou des Adrien Petit, sont des gens qui peuvent s'illustrer dans d'autres niveaux, sur d'autres types de profils. Mais voilà, de nouveau, je je sais pas ce qu'il faut attendre, honnêtement, d'Intermarché. Je leur souhaite de remporter enfin leur étape, mais ça va être compliqué. Par contre, c'est une évidence, on les verra à l'avant, parce que c'est une équipe qui a ça dans le sang. Je suis un peu déçu, moi, de Tyson, tu vois. J'aurais tenu ton discours l'année passée, mais cette année, j'y crois nettement moins. Et en plus, j'ai un peu du mal à voir la cohabitation, Girma et Tyson. C'est ça le Mais problème. Je suis pas sûr que les deux vont être là. Il y a quelque chose. Enfin, ça me semble bizarre. Je sais pas si tout à Tyson fait. est dans la certitude. Je crois pas. Girma, je crois qu'on est sûr. Tyson, je pense que c'est encore dans les mecs à décider. C'est drôle comme parce que même sur du plat, Girma il sprint. Je sais pas. Bien Je sûr. sais pas ce qu'il faut en penser. Ok, je vous propose de passer à une autre équipe. C'est un gros bloc quand même. Là, par contre, c'est Lidl Trek. Alors, je sais plus ce que j'avais noté sur ma feuille, mais Romain m'a fait changer mon angle d'attaque parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Romain a dit, on a l'immense favori du maillot vert, Jasper Philipsen chez Alpecin. Est-ce que Mats Pedersen n'est pas un favori du maillot vert? Ah, oui, s'il le vise, ça m'a fait tilter aussi. S'il le vise, oui. Bah, imagine une bagarre entre les deux pour le maillot vert. Ils le veulent tous les deux, ce serait magnifique. Mais je sais pas. C'est une question de volonté. Est-ce que Pedersen le veut? Je ne sais pas. Mais ouais, s'il le veut, pour moi, non seulement il est fort au sprint, mais il y a plusieurs étapes où lui peut venir foutre le bazar. Et puis même le faire à la Van Aert 2022, il peut le faire aussi. Donc oui, s'il le vise, ça peut devenir un favori. Ok. Est-ce que vous avez noté justement des étapes où il peut reprendre des points à Philipsen? Parce que ce que j'aime bien, quand tu dis il est bon au sprint, de nouveau on va revenir avec le plateau des sprinteurs. C'est pas mal pour lui parce que il Tout à peut fait. aller faire des 2 3e places au sprint, même sur des sprints plats, il peut faire des très belles places et donc pas concéder trop de terrain à Philipsen. Et je vous avoue que moi j'ai pas checké s'il y avait des étapes où il pouvait faire la différence. Est-ce que ça pourrait peut-être être au détriment des baroudeurs d'ailleurs, malheureusement pour eux, si la Lidl veut embrayer pour amener le maillot vert à Pedersen. Ça va être compliqué selon moi parce que ce sera sans doute mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher des points sur une étape. Et il n'a pas une équipe. Allez, je veux dire par là que si Pedersen prend une échappée, ils sont quand même beaucoup derrière chez Alpecin pour rouler. Parce que chez Alpecin, il n'y a que ça comme objectif. Chez Lidl Trek, je suppose qu'on va en parler dans un instant, il y a d'autres atouts évidemment que Mats Pedersen. Après, c'est clair, un Mats Pedersen, je le vois beaucoup plus dans un profil à la Peter Sagan des belles années, c'est-à-dire un gars qui allait remporter ce maillot vert, non pas, ça l'aidait évidemment, mais non pas dans les sprints massifs, mais dans tous les sprints intermédiaires. Mhm. Et on sait que Pedersen peut le faire. On sait que Pedersen peut très bien partir sur l'étape du Galibier, dans l'échappée, pour aller prendre le sprint. Donc oui, pour moi, Philipsen reste le favori pour le maillot vert parce que dans les sprints massifs où on donne quand même énormément de points, il va prendre une avance. Mais c'est clair que s'il y a un type qui, pour moi, peut venir lui chatouiller les chevilles, c'est lui, c'est Mats Pedersen. Mais de nouveau, voilà, Mats Pedersen l'année passée, oui. Cette année-ci, dans une équipe où il y a plus de cartouches finalement chez Lidl, j'ai un peu plus de doutes. Mais c'est clair que c'est un coureur qu'il faudra suivre pour le maillot vert, certainement. Ouais. Et juste petit point, ça mériterait analyse plus approfondie, mais sur un petit regard rapide des sprints intermédiaires, il y a quand même assez peu d'endroits où Pedersen, malheureusement, peut aller lâcher Philipsen parce qu'il y a simplement sur le fait qu'ils sont souvent placés assez tôt dans l'étape. Ouais. Donc Mais voilà. ce serait intéressant de voir effectivement Pedersen partir dans les échappées sur un peu partout Ouais. et de voir la réaction d'un Philipsen, de voir si le Belge suivrait. Ouais. On l'a vu, je pense, une fois, en toute fin de tour l'année passée de mémoire. On me semble qu'une fois, il prend une échappée où ils sont 12-13 coureurs et Philipsen est dedans. Mais
Mais sinon, c'est quelqu'un qui plutôt se repose, entre guillemets, sur le travail de son équipe et sur le fait de pouvoir revenir sur les échappées en fin d'étape. C'est vrai que la seconde partie du tour, souvent, est plus propice aux échappées, hein. C'est plus difficile de contrôler les échappées en seconde partie de tour. Et donc, voilà, si Pedersen n'est pas trop loin, il sera un vrai danger pour Philipsen. Mais j'ai peur que Philipsen prenne trop d'avance en première partie de tour. Mhm. Mais tu as raison quand tu dis, de toute façon, Alpecin, ils peuvent tout sacrifier sur le. Même par exemple, au sprint intermédiaire, ils peuvent tout jeter. Hein. Sur certaines étapes, ils peuvent tout jeter jusqu'au sprint intermédiaire et basta. C'est pour ça que j'imaginais pas spécialement. Alors oui, il peut prendre les échappées, évidemment. Mais moi, je voyais ça plus dans l'autre sens, d'avoir l'équipe Lidl qui vise pour faire sauter Philipsen sur des parcours difficiles. J'ai pas assez regardé le parcours pour voir si ça peut arriver. Et je dois decliner, effectivement, j'entends ce que tu dis. Le problème, c'est qu'ils vont peut-être chasser beaucoup de choses en même temps. Mhm. Lidl. Et donc, nous y voilà, justement, sur les différentes choses qui pourraient chasser. Euh, on a vu un Tao qui a encore été pris dans une chute. Et Alexis, tu m'as dit, moi, j'avais pas vu passer l'info qu'en plus, il a eu le Covid, il était vraiment malade Ouais. sur le Dauphiné. Vous savez, moi, je fondais beaucoup d'espoir au Tao. Et en plus, quand j'ai vu son chrono, je me dis, ah, c'est pas dégueu, son chrono. Donc, j'étais content. Et puis, finalement, patatras. Je pense que du coup, enfin moi je vais même pas du tout l'attendre pour le classement général, c'est peut-être un peu dur, on verra, je sais pas comment on peut se remettre. Par contre, il y en a un qui a fait une forte impression, c'est Chicone. Tu m'as dit qu'il est rentré malade aussi, mais Mhm. lui Ouais. par contre sur le La Dauphiné, il a grippe. quand même été très 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 bon. Euh, alors on va mettre la maladie de côté. Est-ce que, avec ce qu'il a montré sur le Dauphiné, qu'est-ce qu'il doit faire, Chicone? Il doit viser un classement, il doit viser des étapes, tout en visant le maillot de la montagne comme l'année passée. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce mec-là? Enfin, j'imagine votre réponse. Si un Carapace, Romain, il doit jouer les étapes, j'imagine. Parce que Chicone, finalement, je ne vais pas dire il a le profil de Carapace, mais un tout petit peu. Peut-être un tout petit peu moins bon grimpeur, j'en sais rien. Il a le punch, tu parlais du punch de Carapace. Chicone, il l'a aussi pour aller chercher. Donc, je pense que tu vas me dire qu'il doit jouer des étapes, mais je t'écoute quand même. Oui, pour moi, enfin, il doit jouer les étapes et le maillot à pois. Mhm. C'est le profil, effectivement, type du coureur qui sait grimper, qui a le petit punch. La question, c'est de voir où il sera au général après la première semaine et voir si ça va. Parce que Lidl va jouer, on vient de le dire, sur plein de tableaux différents. Et donc, a priori, on peut imaginer que s'il arrive sur le Tour de France avec Tao à côté de lui, que sur le papier ou dans les têtes de la direction sportive de l'équipe, c'était pour faire de Tao le leader et de faire de Ciccone le chasseur d'étape ou du maillot à pois. Ici, avec l'état de Tao, on ne sait pas trop bien. Donc il faudra voir. Je, je pense aussi que, alors c'est un détail, mais je pense que Ciccone va aussi faire la Vuelta, si je ne m'abuse. Et donc ça pourrait éventuellement aussi l'encourager peut-être à faire un Tour de France pour aller chasser les étapes, dans la mesure où, faut être tout à fait honnête, à la pédale, face à tous les ogres, s'il fait le général, c'est pour aller chercher de nouveau un fond de top 10 au mieux, je pense, alors qu'il peut aller chercher peut-être un top 5 sur la Vuelta. Et donc, c- pour toutes ces raisons, moi, je verrais plutôt Ciccone vraiment jouer la gagne chaque jour sur les étapes de baroudeur, de montagne, essayer tous les jours, prendre des points, et quand ça marche pas, c'est pas grave, il se relève. Mon point de vue. Par contre, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur le reste de la compo. Euh, je sais pas, je vais quand même vous poser la question au cas où vous auriez vu passer une info que j'ai pas vue. Skelmose, c'est sûr que non, c'est sûr que oui, on ne sait pas. En début de saison, il était prévu que Skelmos joue le général sur la Vuelta. Ok. C'était Mais c'est vrai qu'ils C'est ils encore le ont, cas. ouais, 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 et ils ont enfin, une équipe qui aurait pu effectivement jouer un top 5 sur chaque grand tour, hein, avec vraiment des leaders qui sont capables d'aller chatouiller comme ça les grands favoris. Mais voilà, de mémoire, c'était ça qui était prévu pour Skelmos. Ceci dit, étant donné que pour moi, avoir le Covid maintenant ou la semaine dernière, c'est rédhibitoire, enfin éliminatoire pour un classement général, et que Skelmos vient de faire troisième du Tour de Suisse, je ne serais pas étonné qu'il vienne à la rescousse sur le Tour de France, même si j'ai aucune info dessus. Ok. Voici, il y vient. Mon avis à moi, c'est que il doit quand même pas venir pour un classement. Et c'est juste une corde en plus pour faire le Oui. show pour l'équipe, où il peut être hyper intéressant, évidemment. Ok, je vous propose de passer à la Movistar. Alors, la Movistar, ils m'ont pas déplu sur le Giro.
On a vu, Rubio, il fait on l'a pas tellement vu finalement, mais il fait un très bon Giro. Et pour autant, on n'a pas tout mis sur le classement général. On voyait des mecs tenter leur chance, notamment Pelayo Sanchez qui a été assez brillant. Ma question, elle est simple. Enric Mas, l'éternel, enfin pas l'éternel leader, Valverde était là il n'y a pas tellement longtemps, mais le successeur de Valverde, qui vise toujours un bon classement, mais qui n'y arrive pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on met tout autour de lui ou est-ce que il doit se débrouiller, pas tout seul, hein, mais qu'on octroie des libertés à quelques coureurs de la Movistar? Il n'y a pas grand-chose à mettre autour de lui. Très sincèrement, chez Movistar, c'est un peu léger si on veut épauler Mas qui pourrait jouer au leader face à des Pogacar, des Vingegaard et autres. Euh, Oui, mais regarde, en dehors du niveau, Cavagna, c'est un gars qui peut te protéger sur le plat. Est-ce que Cavagna reste avec Mas ou est-ce que Cavagna peut jouer des coups sur des étapes moyennement vallonnées? Mühlberger et Formolo, c'est des mecs dans les échappées, même Formolo peut-être un peu plus, ça peut être bon. Mais est-ce que Formolo peut y aller ou est-ce qu'il doit rester avec Enric Mas? C'est un peu dans ce sens-là ma question. La tactique Movistar, on a l'habitude de la porter au nu pour son côté fantasque, donc on peut jamais être sûr de rien avec eux. Ils ont quand même, après, ils ont quand même, d'une part, la culture, entre guillemets, du classement général. Et puis, j'avoue que j'ai pas été vérifié avant cet épisode. Je sais pas où ils en sont dans le classement UCI, mais aller chercher une 6 ou une 7e place, voire une 4 ou une 5e place, c'est quand même rapporter un paquet de points qu'ils ne vont de toute façon pas chercher sur les autres courses. Donc ils sont un peu obligés et un peu contraints de faire ça. Et donc je pense qu'un Mas va... de toute façon, un Mas ne sait faire que ça. Il ne sait faire que suivre et tenir le plus longtemps possible. Je pense que j'ai vu Mas attaquer une fois en 1987. Mais C'est dur. non, 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 je Moi, il m'a suis vendu dur du avec rêve lui. sur une fin de saison il n'y a pas tellement longtemps où je me suis dit le nouveau Mas est arrivé. Et puis bon, voilà. Oui, non, je pense qu'il prépare toute sa saison pour être en forme autour de Lombardie. Ouais. Voilà, c'est pas que je n'aime pas Eric Mas, c'est que je suis toujours hyper déçu de la course qu'il fait par rapport aux ambitions qu'on veut nous vendre le concernant et par rapport à son tempérament soi-disant de leader, de chef. Donc je trouve que ça colle jamais et que voilà, je suis d'accord avec toi. Si Mas, j'ai dit tantôt que Carapace est pour moi le favori, la 6e place, c'est-à-dire le favori après tous les grands, les grands favoris. Et de nouveau, dans les gros blocs qu'on abordera lors du prochain épisode, ils sont parfois 2, 3, 4 à pouvoir entrer dans le top 5. Hein. Donc, c'est pour ça qu'un Mas, intrinsèquement, oui, c'est un mec qui légitimement peut viser un top 5. Mais l'histoire récente de la Movistar et de Mas me porte à croire que c'est peu envisageable, c'est peu réaliste. Et donc, est-ce qu'un Mas va jouer les victoires d'étape, va jouer les baroudeurs? Jamais de la vie, absolument pas. Donc voilà, je sais pas. Honnêtement, cette équipe de Movistar ne m'inspire absolument pas en fait. Ok. Ouais. Alexis, est-ce qu'on salue, après je te donne la parole, mais est-ce qu'on en profite pour saluer Titouan, JB, Vélofuté, qui va peut-être arrêter de nous regarder là, maintenant, après ce que Romain vient de Ouais, dire. justement, justement, je suis content que Romain ait pris la parole en premier, comme ça, parce que moi, je voulais un petit peu évaluer à quel point est-ce que je pouvais aller, si je pouvais me laisser aller sur Mas. Non, écoute, Mas, ça fait partie un petit peu de ces noms qui viennent gonfler le prestige et de la course au top 5, etc. Mais voilà, elle est loin l'époque où justement tous nos amis et d'autres voulaient nous faire croire que Mas pouvait battre les meilleurs dans un classement général. J'y crois pas du tout. Ça fait un beau candidat au top 5 et je pense que je sous-estime peut-être un petit peu l'importance des lieutenants sur un tour comme celui-là. Mais pour moi, ils pourraient totalement s'en passer, surtout qu'ils seront tous lâchés dès le premier coup de pédale d'Almeida. Donc voilà. Je vois vers quoi on va sur le deuxième épisode. Euh, on va passer à une autre équipe du coup qui est la Team DSM. Alors au moment où j'ai pris mes notes, je sais pas, on peut peut-être aller voir en direct sur le net s'il y a des noms qui ont été ajoutés, mais moi je n'avais que 3 Non, noms. Ok, pas ben bien. voilà, je vais même pas voir. Fabio Jacobsen, Romain Bardet, Warren Barguil. Ramenez-moi quelques années en arrière, c'est la Dream Team. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore en attendre? Ça vous parle encore, vous, ces 3 noms-là? Non, si ce n'est Bardet éventuellement, mais Ouais, ben, je suis d'accord, c'est ce que j'aurais dit. j'ai beaucoup parlé de Bardet
avant le Giro. Au final, voilà, j'ai changé d'avis en cours de Giro, donc je sais pas si je vais me prononcer cette fois-ci. Voilà, j'espère qu'il va pas viser un classement général. Je l'ai dit l'inverse avant le Giro. Euh, mais voilà, je sais vraiment pas grand-chose à dire sur DSM, malheureusement. Mais j'allais te le dire, Bardet, je pense qu'ici, il y a peut-être une chance qu'il vise pas le classement, et Ouais, ça peut, du coup, ça pourrait être sympa, quoi. Ça bah peut être ouais, ouais, sympa à c'est sûr. suivre. Ok. C'est peut-être son dernier Tour de France. Ouais, ouais. Et donc, peut-être que le fait de passer en tête sur 4-5 étapes dans l'école, c'est peut-être quelque chose qui viserait et donc qui serait difficile à mettre en place avec une chasse au classement général. Maintenant, de nouveau, Romain Bardet, c'est clairement le gars qui peut faire premier français au classement général. Après, Mhm. il court dans une équipe néerlandaise, donc c'est quelque chose qui est moins intéressant, moins important à leurs yeux. Mais c'est clairement le gars que j'aurais envie de voir parce que c'est Bardet, que c'est un coureur que j'apprends à apprécier. C'est comme le bon vin, il aime le vin, hein, donc c'est pas pour rien que je le dis, mais c'est comme le bon vin. euh, il se bonifie avec l'âge et c'est de plus en plus agréable, je trouve, de le voir courir. Et il y a quand même, au-delà de Bardet, effectivement, Jacobsen, voilà. Barguil, chouette type, et pour aller chercher peut-être des échappées, mais de nouveau, je ne le vois pas dans un général. Par contre, là, je parle un peu dans le vide, mais tous des gars comme Max Poole, Oscar Only, tous les petits jeunes de chez eux, ce serait intéressant de les voir. On n'a pas la start list là en tout cas complète, donc c'est voilà, je dis on parle dans le vide, mais c'est peut-être des gens qui pourraient se révéler sur un Tour de France ici, dénués de pression en ce qui les concerne, parce que la pression sera justement sur Bardet, Barguil au niveau des médias, peut-être sur un Jacobsen pour les victoires d'étape. Donc c'est peut-être l'idéal, le moment opportun pour les lancer dans la grande bagarre. Ouais, Only qui sort d'un beau Tour de Bien Suisse en sûr. plus, hein. Donc, oui, oui, Mhm, c'est à vrai que fond. lui, s'il vient, il peut peut-être être intéressant pour des coups. Euh, un truc que je veux dire sur Romain Bardet, tu disais Romain, on apprend à l'apprécier. S'il vous plaît, tous ceux qui relaient, tous ceux qui vont aller sur la route, je vous demande pas de faire un virage Bardet, mais putain, donnez ce qu'il mérite, quoi, à Romain Bardet. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, enfin plein de fois, plusieurs fois ici sur le petit plateau. Je trouve qu'il souffre de la comparaison avec Pinot au niveau populaire, et j'espère vraiment qu'on va faire la fête à Romain Bardet si c'est son dernier tour. Mais qu'on lui donne des émotions quoi au gars parce qu'il en donne beaucoup aussi lui sur le vélo. Ouais, C'est un peu ce qu'on disait, bah, justement, il souffrait de la comparaison parce que Pinot c'est un gars émotion. Oui, c'est pas le même type d'émotion, mais moi je trouve que Romain Bardet il envoie des trucs quand même. ouais, Donc voilà, je suis j'espère que d'accord. ça va bien se passer pour lui. Et je vous propose de passer à l'équipe suivante, Team Jayco. Euh, Team Jayco, je sais pas ce que vous allez en penser. Alors moi c'est toujours l'équipe énigme. Je sais jamais ce que je dois penser de Groenewegen. Je sais pas c'est quoi son niveau. Des fois je me dis oui, il est toujours bon, des fois pas du tout. Je sais jamais ce que je dois attendre évidemment de Yates. Yates c'est la craquante ou pas. Je sais jamais si Matthews, je suis déçu ou bah c'est beau ce qu'il a fait. Enfin voilà, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut attendre. Je sais pas si vous avez des attentes particulières pour cette équipe. Sur papier, cette équipe est quand même loin d'être dégueulasse, avec un Groenewegen qui a du mal à passer un pont, mais sur une étape toute plate, c'est peut-être le plus rapide derrière Philipsen. Et donc, il y a une ouverture, enfin en tout cas peut-être une possibilité de victoire via le Néerlandais. Michael Matthews, on l'a encore vu cette année-ci en début de saison, rappelez-vous, deuxième sur Milan-San Remo, troisième ou deuxième même, et puis déclassé sous le Tour des Flandres. Donc il est loin d'être fini et de nouveau, c'est quelqu'un qui, dans les échappées, plus que les sprints massifs, mais peut aller chercher quelque chose. Et puis Simon Yates, on l'a toujours raillé en disant que c'était le plus fort s'il n'avait pas sa craquante à chaque grand tour. Ben, l'année passée, il n'a pas sa craquante, il fait quatrième, pas loin du podium. Voilà, je trouve que c'est une équipe intéressante. Je ne dis pas que c'est une équipe qui sera peut-être passionnante à voir, mais c'est une équipe qui sera intéressante. Alexis Simon Yates avant sa signature chez Visma, on est attentif pour voir ce que ça donne. Ouais, clairement. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit, hein. Groenewegen, j'ai envie de dire, même constat que pour Bennett et Cavendish, mais avec le fait qu'il est un petit peu plus rapide qu'eux. Donc, c'est-à-dire, il y a tellement de possibilités qu'il y a bien une fois où il pourra battre Philipsen, on ne sait jamais. Matthews, il va gagner l'étape 8, vous pouvez le noter. Et Yates, oui, Yates, il va faire un top 10. Je ne le vois pas faire comme l'année dernière, honnêtement, parce que je pense que la start list est plus relevée cette année. Et que donc, on verra qu'en fait, Yates, non, Yates n'est pas quatrième de Tour de France, il va faire 6-7e. Mais bah oui, bah écoute, voilà, c'est une équipe intéressante, avec des chouettes noms à suivre de toute façon et qui peuvent tous nous réserver des surprises.
Mais comme toi, c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune certitude, même si là j'en ai lancé des certitudes, au fond, il n'y en a Hmm, pas. ok. En train d'aller. Je t'écoutais en même temps, mais je suis donc allé voir l'étape 8 que Michael Matthews va remporter. Je mettrai le profil quand on fera le montage, comme ça nos auditeurs pourront voir sur quelle étape Michael Matthews s'imposera. Je vous propose de passer déjà à l'équipe suivante. Israël Première Tech. Israël Première Tech, moi, c'est une équipe que je trouve intéressante Mhm, dans sa mhm. métamorphose actuelle. Alors pour l'instant, je vois Williams, Derek Guy, Neylands, Teuns, Hull, Froome, Ackermann. Et alors, ben, moi, j'ai noté peut-être, mais c'est juste un souhait, en fait, Richie Taylor, s'il vous plaît, mettez-le. Euh, Et Vous pensez G, tu l'as quoi? dit, G? G, oui, oui. Ok. D'abord, en fait, vous pensez quoi? Et est-ce que ça vous plaît, cette équipe, hein? Je sais pas trop, moi. D'un côté, ils s'encombrent de Froome, peut-être pour des raisons financières ou contractuelles, j'en sais rien. Et de l'autre côté, ils amènent des gars qu'on n'attendait pas là, mais qui ont brillé de fou cette saison. Déjà Williams dans un premier temps, et puis là, G et peut-être Richitello. Alors, est-ce qu'ils sont en forme trop tôt ou qu'il y avait eu absence de concurrence, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont mis de la lumière sur cette équipe. Et, euh, et clairement, ils ont fait. Bon, voilà, moi, c'est pas une équipe qui me plaît, hein, mais voilà, ils ont mis la lumière sur cette équipe, ils ont fait monter la hype. Et clairement, début d'année, j'aurais pas du tout misé sur une équipe aussi potentiellement forte, entre guillemets, au Tour de France. Romain, on est d'accord. Derek G, on s'y intéresse. Ce qu'il a fait au Dauphiné, c'était magnifique, mais il va pas faire un classement sur le Tour de France. Non. Par contre, il est peut-être très intéressant pour faire des belles étapes, et peu importe les profils d'ailleurs. On l'avait vu dans ce cas de figure sur le Giro en Mhm. 2023 d'ailleurs, hein. Oui. 2 fois deuxième, je pense, de mémoire, ou peut-être même 3 fois deuxième. Donc voilà, effectivement, une équipe où ce serait intéressant de voir des gars, et ils nous ont habitués ces dernières, en tout cas ces 2 dernières années, à surprendre. À Mhm. surprendre. On a vu rappelez-vous, des Hugo Hull ou des je sais pas, Simon Clark, je pense, hein, qui avait aussi remporté une victoire il y a 2 ans sur le Tour. Donc voilà, c'est une équipe qui, sans faire grand bruit, ben, va sans doute surprendre. Une équipe qui fait du bruit, parce que bah, c'est la petite équipe qui devient grande, c'est les Norvégiens hein, de UNOX, qui viennent d'ailleurs de claquer leur première victoire en World Tour grâce à Kort. Euh, Superbe compo, je trouve. Donc je vous prends les noms. Magnus Kort, Kulset, hein, grand espoir, Tiller, Eiking, Christophe, Warrenskjold, Johannessen et Abrahamsen. Abrahamsen qui n'en finit pas de nous régaler. Euh, Ça va être Showtime ou pas? Ou on s'emballe un peu trop peut-être avec une OX. Oh, moi, j'adore les noms, j'adore. Mais est-ce que sur un Tour de France, mais je veux dire, ils sont tous très forts et encore une fois, c'est une équipe très polyvalente, très complète, qui peut s'illustrer partout. Mais est-ce qu'ils ne tomberont pas toujours sur le plus fort, en fait? C'est toujours la même histoire. Maintenant, voilà, on les verra. Et clairement, il y a des noms qui peuvent me contredire. Ça, sans hésiter, quoi. Je te clean un peu de la tête. Romain, je vais te poser la question. Donc, en fait, ici, Alexis, on répète un peu ce qu'on a dit avec d'autres équipes, notamment par exemple avec Cofidis. Mhm. Est-ce que pour toi, Romain, Au-dessus pour moi, quand même. voilà, ça allait être ma question, est-ce que quand même, eux, ils peuvent pas, même en face à face, en gagner? Je veux dire, des mecs comme Kort ou comme Johannessen, si ça joue des échappées, dans un groupe d'échappées, ça peut être les meilleurs. Oui, clairement, et il y en a d'autres, hein. Oui, oui, il y Johannessen, en a d'autres, bien Skjold. sûr. Bon, Christophe est un peu enfin pas rouillé, il n'est pas rouillé, mais il est un peu plus vieillissant, donc ce sera Mhm. plus difficile, quoique, hein. Je pense que vous le mettez face à Cavendish, je suis pas sûr que ce soit le Britannique qui gagne. Surtout qu'il aura un beau petit train aussi, Christophe. Mais c'est clairement, bah, moi c'est déjà une équipe que j'apprécie énormément de par sa philosophie, etc. Mais au-delà de ça, de nouveau, je me dis, qu'est-ce que cette équipe a comme intérêt? En tout cas, quels sont les objectifs que cette équipe pourrait viser vis-à-vis de ses projets à elle? C'est une équipe qu'on sait qui se développe petit à petit, etc. Au départ, je m'étais dit, tiens, Tobias Johansen, ce serait chouette de le voir jouer le général parce que il pourrait venir créer la surprise. Et en fait, non. Lui aussi, c'est quelqu'un qui, dans une belle étape de moyenne montagne, Mhm. a tout ce qu'il faut pour aller s'imposer. Euh, je- voilà, c'est une équipe, comme effectivement on a déjà cité, qui peut véritablement s'imposer sur tous les profils d'étapes qu'on va de toute façon voir offensive.
La seule crainte que j'ai, mais je pense pas qu'elle soit fondée finalement, c'est que l'équipe se dise, ah, on vise la montée en World Tour, on va essayer de sécuriser des points en allant chercher une 14e place avec Mm. Johannessen, une 17e avec Kulset. Retenez bien Kulset, retenez bien Kulset. Euh, au lieu justement de partir à l'offensive chaque jour. Parce que c'est une équipe où tu peux partir à l'offensive chaque jour et tu peux partir à l'offensive chaque jour avec deux, trois coureurs dans chaque profil. Donc Ouais. voilà, c'est intéressant et c'est vraiment l'équipe qu'on attend, d'autant que c'est une équipe qui est invitée qui, comment, alors c'est pas le Castanessi, mais l'année passée, qui avait pris la place d'une équipe française, rappelez-vous, et qui avait justifié tout à fait dans les résultats et dans la façon dont elle s'était montrée sur le tour sa place. C'est encore le cas ici, j'en suis convaincu, et donc voilà, j'attends de belles choses et de grandes choses pour cette équipe UNOX. Ouais. Ouais, je pense, enfin, j'espère qu'ils vont pas viser un classement général, hein. Non. Moi, je pense qu'ils vont y aller tout le temps. Moi, ma seule petite crainte, mais c'est pas vraiment une crainte, parce qu'en plus, ce serait même logique, mais c'est un tout petit regret. J'espère que Tiller et Warren Skjold vont quand même avoir l'occasion de rouler pour eux à un moment donné. J'ai très peur qu'ils soient dévoués à Christophe. Christophe qui peut aller faire des petites places, hein, mais bon, voilà, des mecs comme Tiller et Warren Skjold, avec ce qu'ils ont pour eux-mêmes, tu as envie de les voir rouler pour eux aussi, quoi. Ouais, Mhm. peut-être juste un dernier truc, il sera pas là, c'est Leknesund. Je suis surpris. Je Oui. pensais Ah ouais. qu'on allait mettre ce nom-là aussi, mais je me dis que Leknesund, c'est peut-être aussi le genre de gars qui pourrait aller faire une 10e place sur un Giro ou une Vuelta, qui serait un peu court sur le Tour de France, et qui du coup prendrait la place de peut-être un Hiking qui irait chercher une étape en échappée. Donc c'est aussi un des signes qui me fait dire que Uno X va jouer feu d'artifice sur le Tour de France. Alors, je passe à la Total Energy. Voilà, je n'ai rien à dire. Vous avez quelque chose à dire? Je suis désolé. Franchement, je suis désolé, hein, mais voilà. Voilà. Bah, mis à part, parce que à mon avis, tu penses quand même, c'est Steph Kras, c'est simplement ça. Voilà, on est déjà content qu'il soit vivant, mais il a l'air d'être bien revenu. Après, voilà, sur 3 semaines, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est le seul coureur qui me donne envie de suivre Total Honnêtement, Energy. on va pas se mentir. Steph Kras serait pas belge. C'est parce qu'il est belge et qu'il a montré des Ah, belles choses l'année passée. c'est Et sûr et voilà, certain. l'année passée, il avait un super niveau. Vraiment, super niveau. Ça, c'est pas parce qu'il est belge. Mais il n'a pas profité de ce super niveau pour tenter d'aller chercher une étape, de partir à l'avant, etc. Donc même ça, moi, ça me frustrait un petit peu. Par contre, évidemment, c'est un plaisir de le voir juste pour le côté, et ça, c'est pas parce qu'il est belge, juste pour le côté un peu miraculé hein, suite à sa chute. Ouais, mais c'est vrai, ça, il faut le dire aux auditeurs. C'est vrai que s'il n'était pas belge, j'aurais pas dit ça. Mais et si on était français, on aurait peut-être parlé un petit peu plus de cette équipe. Oui, Euh, bien sûr. De c'est Mathieu parce Burgodeau, oui, ben, à l'heure actuelle, on ne sait pas évidemment quelle sera la composition, parce qu'il y a que Burgodo et Kras qui sont ouais. annoncés, mais il y a plein de profils intéressants, des Emilien Turgis. Janière, Turgis, Gégat. C'est une Dujardin équipe, peut-être. Oui, Gégat, c'est voilà, vrai, tu fais bien, j'y pensais pas. Gégat, ça peut m'intéresser un petit peu quand même, ouais. c'est une équipe qui, je trouve, réussit avec ses moyens, réussit l'après Sagan. C'était pas difficile, vous allez me dire, mais quelque part, ça prouve qu'ils ont fait une erreur avec Sagan. Ça prouve aussi peut-être qu'ils ne doivent pas faire une erreur l'année prochaine en recruter quelqu'un d'autre qui serait en fin de carrière. Mais voilà, je pense que si j'étais français, j'aurais envie de m'enflammer, en tout cas pour Total Energy, plus que pour peut-être d'autres équipes. Après, on vient parler du NoX juste avant. Pour moi, c'est le même profil d'équipe. C'est des équipes qui sont invitées, donc ils doivent prouver d'abord, justifier d'abord leur présence. Et c'est des gars qui vont partir à l'offensive, mais qui ont nettement moins d'atouts, malheureusement, pour eux dans leurs jambes, et donc qui seront sans doute moins souvent à l'offensive. Pas par choix, mais voilà, par niveau. Et une fois qu'ils sont en offensive, ce sera difficile d'aller les chercher. Mais je me dis que pour tout le travail que cette équipe accomplit, et notamment, s'il n'y a rien à faire, c'est une équipe qui fait monter des jeunes de la vendue, etc. Allez, s'ils pouvaient chercher une petite victoire là, à l'arraché, on sera content pour eux quand même, quoi. Ouais. Ouais, disons ça, allez. Damien, si, Oui. si je peux me permettre pour faire le lien entre ce que Romain vient de dire et entre ce que tu vas dire juste après, Ouais. si on était français, on ferait peut-être avec Total ce qu'on va faire juste maintenant avec la prochaine équipe que tu vas annoncer. Non, parce que la prochaine équipe, franchement, la prochaine équipe, j'ose espérer qu'elle intéresse quand même les Français. Parce que
c'est pas Il du y a, chauvinisme de dire quand même qu'il y a des mecs beaucoup plus intéressants. Donc on va parler de la Lotto Destiny. Ouais, ouais. Pour moi, c'est pas du chauvinisme de dire qu'il y a quand même quelques. Alors, je dis pas que la compo totale sera extraordinaire, j'en sais rien, mais il y a quand même des noms qui font partie maintenant des top coureurs du peloton. Mais moi, j'allais vous le dire en fait, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Lotto Destiny, évidemment, puisqu'on va plus s'étendre là-dessus quand même que sur Total. Euh, Faites-moi rêver. Allez-y, dites-moi, promettez-moi les victoires de Maxime Van Gils, promettez-moi une victoire pour Arnaud Delis, promettez-moi peut-être le maillot jaune pour Maxime Van Gils, je sais voilà, pas. à Rimini, tout à fait. Voilà, ok, C'est je possible, prends. hein. Qu'est-ce que tu offres de mieux, Alexis? Hein? Le Un maillot maillot vert vert pour. à la fin aussi pour Arnaud Delis ou C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais, le maillot vert Parfait, d'Arnaud je prends Delis. aussi. Les deux Bah, contre la plus montre pour sérieux. Campenat. Ouais. Ça, là, on commence à perdre en Ouais, crédibilité. ouais. Non, mais plus sérieusement, même si c'est des choses qui sont pas totalement impossibles, allez, des attentes pour la Loto. Pas un tout petit peu déçu par Maxime sur le Tour de Suisse? Non. Non, ok. J'ai pas bien su suivre, hein, mais je m'attendais peut-être à plus de flamboyance de Van Gils sur ce Tour de Suisse. Donc voilà. Mais Déçu, non, pas forcément, mais ça me fait dire que on le verra peut-être moins sur ce tour que ce qu'on l'a vu depuis le début de l'année. Mais Mhm. bon, on verra. ce serait pas illogique dans la mesure où le gars est quand même encore très très jeune et il a fait un printemps fantastique, hein, de très très loin. Donc, m- m- moi, sans rigoler ici, moi, j'en fais un des candidats sérieux au maillot jaune à Rimini, pas à Paris, Oui, hein, Mhm. à Rimini. après la première étape, donc. Parce que c'est quelqu'un qui a l'explosivité, qui est très rapide au sprint. Rappelez-vous, il a quand même été gagné des classiques World Tour, je ne vais pas dire sur un sprint massif, mais pas loin, Mhm. avec une science de la trajectoire et de ce sprint assez incroyable pour quelqu'un qui, à la base, est un puncher, voire même par moment un grimpeur. Tu demandais si j'étais inquiet pour lui après son Tour de Suisse. Non. Il l'a dit. Il n'a pas eu les résultats qu'il aurait pu espérer. Mais les jambes étaient très bonnes, les sensations étaient très bonnes, et c'est ça l'essentiel. Et je crois qu'il était vraiment là en préparation. C'est évidemment quelqu'un qu'on va pas voir jouer le général. Personne ne va jouer le général chez l'Autodessini, ils sont pas fous. Mais c'est quelqu'un de nouveau qu'on va voir à l'offensive 3-4 fois sur ce tour. Moi, je verrais bien Maxime Van Gils sur le podium à Paris en tant que super baroudeur, par exemple. C'est voilà, quelqu'un que je verrais bien partir 4-5 fois pour jouer la gagne. Peut-être qu'il l'aura jamais une seule fois, mais qui sera pas loin. Et c'est vrai que l'autre grand nom, entre guillemets, de cette équipe, c'est Arnaud Delis. Je serais plus réservé parce que c'est un nom qu'on va peut-être plus attendre assez curieusement, même si ses résultats sont un peu moins bons que ceux de Van Gils depuis le début de la saison. Mais c'est clairement un profil qui sera attendu sur les sprints massifs, alors que c'est peut-être pas forcément là qu'il a le plus de chances de l'emporter. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va sur ce tour pour apprendre. Alors, s'il prend une victoire, évidemment, on va pas s'en plaindre. Mais si voilà, s'il ne fait que des troisième ou quatrième places dans les sprints massifs et qu'il ne fait entre guillemets rien d'autre, on va vite taxer de lui d'un Tour de France raté. Ce sera, je pense, injuste. Le gars est très jeune, ce sera son premier grand tour. Il faut que, et puis il sort d'une saison, on l'a dit, un peu compliquée. Donc il est là pour grandir. Il faudra voir aussi quelle sera l'équipe à côté de lui, hein. On sait qu'un des problèmes de Delis, c'est le placement. Et dans la première semaine, on sait que le peloton est toujours très, très, très nerveux, notamment pour les premiers sprints massifs. Et là, il faudra voir si un De Beust est là, si un Van Moer est là, voir dans quelle mesure ces gars vont pouvoir, dans tout ce peloton dense, se frayer un chemin pour amener Delis bien placé aux 500 mètres. Et ça, voilà, j'y crois moins. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai plus d'attentes pour Van Gils que de Lee dans cette équipe. Ok. Ouais. Romain a tout dit. Moi, je demande à être surpris. J'ai envie de dire Ah, ça ça pour m'intéresse y que je dise aller. Romain a tout dit, parce que j'allais quand même te poser une question, Dis-moi, Alexis, ouais, mais qui peut-être vaut que. pour toi aussi, Romain. On parle sprint massif. Il n'y a pas une ou l'autre étape où vous le Si, voyez prendre les devants? bah, on peut Essayer des choses, l'envisager. soit prendre les devants, soit une étape un peu plus difficile où il resterait avec les meilleurs et où les sprinters sauteraient. Donc, pas une On peut étape de sprint massif, l'envisager, quoi. on peut l'envisager à l'étape de 3, même si on peut quand même facilement envisager les coureurs du général faire quelque chose et donc de impossible à suivre. L'étape 8 que je promettais à Matthews, ben, clairement, on peut l'envisager pour Arnaud Delis. On peut aussi envisager l'étape 10 avec
l'auto qui viendrait un petit peu durcir la course pour faire reculer certains sprinteurs. Maintenant, voilà, sur les sprints massifs, notamment dus au placement, j'ai du mal à l'envisager. Maintenant, c'est vrai qu'en regardant certaines courses un petit peu plus accidentées, il n'y en a pas énormément. Mais sur ces courses-là un petit peu plus dures où la résistance jouera, là en effet il peut aller s'illustrer. Mais je ne vais pas me mettre d'attente incroyable pour Arnaud Delis parce que c'est son premier tour, il sera face au tout meilleur. Je ne sais pas qui sera, voilà, imaginons un Van Der Poel, même si je ne l'attends pas là, voire même un Van Aert qui vient faire le même rôle que lui. Est-ce qu'il arrivera à ses fins? Je ne sais pas, j'attends de voir. Je vais essayer aussi alors de pas trop m'emballer. Non, Et mais, Pedersen, évidemment. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Mais je- surtout je- que, enfin, tu vois, allez, si Delis prend l'échappée, qui va rouler en sachant qu'il y a Delis avec lui, quoi. Mm. Alors après, on est sur le Tour de France, donc voilà. Mais je- de façon un peu provocatrice, j'aurais eu envie de dire que la meilleure chance de Delis sur ce tour, ça aurait été les Champs-Élysées. Pas de bol, on Mhm. les zappe cette année. Mais Ouais, c'est vrai. voilà, ce serait intéressant de voir son état de forme sur les étapes de plat, peut-être dans une seconde partie de Grand Tour, parce qu'en première partie, il est un cran en dessous, peut-être de par sa rapidité, mais surtout, je dis, de son placement et Ouais. de son train vis-à-vis des grosses cylindrées. Et donc, une fois que le train de Cavendish aura pété en montagne, que celui de, je sais pas moi, bah, il y a que celui-là finalement. Mais non, non, mais enfin, je veux dire, voilà, ce sera vrai. Je suis très curieux. Effectivement, je rejoins Alexis, je me demande quel est surpris. Ouais. Moi, un truc. Alors, d'abord, j'ai très peur que sur 3 semaines, il chute. Très, très Mm. peur. Donc, d'abord, on va souhaiter que ça se passe bien. Et alors, si ça se passe bien, je suis très curieux de voir dans quel état de fraîcheur il peut terminer, en dehors de victoire ici, etc., de voir comment il peut terminer un grand tour. Et à noter qu'on adore tous, tous les trois ici, l'auto, et il y a énormément de noms qu'on adore, mais à l'heure actuelle, sur la start list, on ne connaît pas encore, mis à part Van Gils, Kempenhart et De Ligt, on ne connaît pas encore la sélection. C'est pour ça qu'on n'est pas plus complet que ça sur l'auto. Oui. Mais voilà, je pense qu'on a fait un beau long épisode. Ouais. J'espère que tout le monde aura apprécié nous écouter un peu sur tous. Mais on avait la volonté, voilà, de pouvoir parler un peu de tout le monde. Alors, bon, tout le monde, voilà, mais de se projeter un peu sur autre chose que le tour, la bagarre pour les favoris, qu'on va donc aborder dans un prochain numéro. Mais messieurs, je vous remercie pour le temps passé à celui-ci et je vous dis à très bientôt pour le suivant À très et à vous bientôt. tous qui nous écoutez, à très bientôt également. Ciao, À Merci, à bientôt. ciao. bientôt, Salut, ciao. salut. Ciao, ciao.